Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau volet des épisodes de Science Loop consacré au virus SARS-CoV-2 et à la maladie Covid-19. Aujourd'hui, on va parler de... Primum non serré. Mais qu'est-ce que tu fais là? En fait, Roland m'a demandé de faire un truc sur les masques et les respirateurs à l'hôpital. Ah oui, ok. T'es en avance en fait, ça c'est le volet suivant. Ah oui, ah bon bah désolé. Ah non, mais c'est pas un problème, c'est un honneur de t'accueillir. C'est juste que là tout de suite, on a prévu de parler des traitements et de comment on les développe. Et t'as prévu quelque chose parce que moi, pas du tout. Si, t'inquiète, j'ai Roger Legrand qui m'attend pour qu'on en discute. Ok, bon bah je te laisse et je vais prendre un jus de tomate. Super, bah à tout à l'heure. Bonjour Roger. Bonjour Pauline. Nous venons de vivre en direct l'apparition d'un nouveau virus et la mise en place d'une pandémie. Et on voit aussi la recherche se mettre en place sous nos yeux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les différentes étapes de recherche d'un nouveau traitement ou d'un nouveau vaccin? Dans une situation comme celle de la Covid-19, ça commence nécessairement par l'identification du pathogène et sa caractérisation du point de vue de sa biologie. Sans ces étapes-là, on ne peut pas passer aux étapes suivantes, qui sont les étapes in vitro. Ces études in vitro permettent donc de générer un premier ensemble de données, mais aujourd'hui, il est très difficile d'extrapoler les résultats obtenus dans ces modèles cellulaires à la réalité chez le patient. Et donc il faut un certain nombre d'étapes intermédiaires in vivo, et cela est essentiellement en raison de la complexité des mécanismes qui sont reproduits. Et les premières recherches se sont mises en place à l'aide des connaissances qu'on avait des coronavirus précédents, en particulier le SARS, dit maintenant SARS-1, pour lequel on savait que, par exemple, les primates étaient sensibles, que certaines lignées de hamsters étaient sensibles. Voilà. Et puis bien entendu, ensuite, il y a la recherche clinique qui vient, pour lequel il y a un grand nombre de contraintes qui font que, bien aujourd'hui, il y a peu d'études cliniques qui ont permis de conclure définitivement à l'efficacité d'un traitement ou pas. Donc ça répond à la question sur les traitements, mais pour les vaccins, alors est-ce qu'on peut espérer avoir un vaccin rapidement? Je pense que tout est dans la manière dont on entend le mot rapidement. Le développement d'un vaccin comprend des étapes incontournables qui sont longues, nécessairement. Ce qui fait que espérer un vaccin en quelques mois, c'est illusoire probablement. On ne néglige pas les aspects sécuritaires, donc un vaccin qui sera rendu grand public aura quand même passé tous les cribles de tests qu'on fait habituellement. Quelle que soit la stratégie, que ce soit un vaccin, un traitement ou des molécules qu'on pourrait utiliser en prévention, de toute façon, la sécurité de leur utilisation est primordiale. Oui, parce que tout ce travail a été fait en collaboration avec les groupes de travail mis en place par l'OMS qui réunissaient des équipes de recherche du monde entier et aussi avec les conseils scientifiques en France d'ailleurs. Nous avons échangé quasiment au quotidien sur l'élaboration des stratégies, la priorité des stratégies que nous devions tester, et de manière à ce que ce qu'on réalise dans nos expériences puisse le plus vite possible aider les cliniciens à prendre une décision. Pendant la pandémie, on a souvent vu des articles annoncer des traitements qui fonctionnaient et on s'est rendu compte avec le recul qu'en fait, non, ces traitements ne fonctionnaient pas. Donc comment le grand public peut savoir si une étude et si des résultats sont sérieux ou pas? Le premier élément très important, c'est qu'on ne peut pas déroger à la méthode scientifique pour mettre en évidence une efficacité. Et que donc il faut respecter les contraintes méthodologiques, il faut respecter la nécessité d'avoir une puissance statistique suffisante, il faut respecter les normes de recrutement. Donc ça veut dire avoir des groupes de patients suffisamment grands et avec un groupe contrôle qui est représentatif du groupe traité. Exactement. Un deuxième élément de réponse, c'est que dans le domaine scientifique, il a toujours été préconisé, avant la dissémination des résultats, une évaluation par des pairs qui soient indépendantes. Les pairs, ce sont des scientifiques reconnus, experts du domaine, qui apportent une analyse critique de l'étude et qui peut être fructueuse, même pour celui qui l'écrit, de manière à ce que ça peut améliorer l'étude et ça prend du temps. Roger Legrand, merci beaucoup pour votre temps et d'avoir répondu à toutes ces questions. Voilà. Alors bien entendu, il reste du chemin à parcourir et beaucoup de travail à accomplir, mais en août 2020, on en est là. Donc en gros, vous avez vu comment fonctionne le virus, comment on arrive à le détecter dans l'organisme et quelles sont les pistes de traitement envisagées. Exactement, mais il y a un élément présent tout au long de ces étapes qu'on n'a pas encore abordé, c'est le fameux masque et le respirateur. D'accord, et c'est de ça dont on parle dans le prochain épisode. Absolument. Du coup, ça tombe bien que tu sois arrivé en avance, ça fait un petit teaser pour ton épisode. D'accord, bon bah à bientôt alors. À bientôt.